festivalières, festivaliers. Bienvenue, merci d'être venus en nombre, il faut que je dise peut-être en meute, à cette... ça commence pour cette table ronde autour d'un projet porté par l'Institut national d'histoire de l'art depuis quelques années, qui est achevé pour une partie des premières intentions, toujours en cours pour d'autres. On va en parler. Je suis Victor Claes, je suis coordinateur scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art, et c'est très... La référence institutionnelle restera la même pour Sophie Dérault, qui est directrice adjointe du département de la bibliothèque et la documentation, de la bibliothèque de l'INHA. Donc. Justine Guin, qui est doctorante et chargée d'études et de recherche à l'INHA, et Jean-Christophe Carius, qui travaille au service numérique de la recherche de l'INHA et qui a accompagné le versant de développement numérique du projet dont on va vous parler. En fait, moi je vous propose qu'on en discute. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment la sculpture dans l'auditoire, de ce projet un petit peu comme d'une aventure dont finalement Antoine-Louis Barye, ce sculpteur animalier célèbre, est le protagoniste. Une aventure qui est une aventure scientifique, une aventure humaine, une aventure numérique. Les violons résonnent derrière moi. On va peut-être tout simplement rappeler très brièvement la raison de l'existence de ce projet autour d'une série de documents d'archives sur Antoine-Louis Barye. J'ai oublié le début de ma phrase. On va commencer par rappeler la raison d'être de ce projet, qui est une acquisition d'un certain nombre d'archives, et puis d'expliciter pour vous les questions qu'on s'est posées en recevant ce lot, comment le mettre en valeur, comment le valoriser, comment le rendre accessible et surtout comment l'interpréter, que signifie-t-il du point de vue de la recherche sur Antoine-Louis Barye. Et au milieu de tout ça, en fait, se sont aussi débloqués, réfléchis des processus pour cette mise en valeur qui passe par le biais du numérique. Et Jean-Christophe a été, on utilise tout un tas de qualificatifs pour lui, mais il était vraiment l'artisan d'une plateforme d'édition numérique qui est en cours de développement à l'INHA et qui, merci Sophie, et qui connaît à travers le projet Barye son projet, disons, pilote. Il y en a eu d'autres entre-temps, nous y reviendrons peut-être. Donc en fait, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de 1, Barye, ne vous inquiétez pas, et de 2, comment envisager de l'édition numérique de sources enrichies aujourd'hui avec nos outils, quel potentiel, quelles intentions, quels accomplissements, et comment tout cela peut nous donner matière à penser via des outils qui mettent en relation ces documents. Donc, pour le dire tout simplement, barye.inha.fr, c'est l'adresse qui fonctionne si vous voulez rejoindre cette plateforme qui présente les 10 papiers Barye. Sophie nous dira pourquoi papier Barye, non pas archive Barye. Donc cette plateforme d'édition numérique de sources enrichies, dont le projet Barye est un des projets, vise à mettre en scène des documents d'archives, si vous voulez, plus que ce qu'une bibliothèque numérique traditionnelle, ce que propose par ailleurs aussi la bibliothèque de l'INHA, peut le faire. C'est-à-dire que rendre accessible un document en haute définition, si possible, téléchargeable, avec un premier jeu de données qui l'enrobe, qui l'entoure, des métadonnées, disons, de base, même si c'est jamais de la donnée neutre, hein, c'est toujours de la donnée à un certain degré interprétée, mais disons, avec l'intention de neutralité la plus forte. Donc, ce n'est pas le but de cette plateforme d'édition numérique de sources enrichies. Le but, c'est d'aller plus loin et de proposer non seulement la mise en accessibilité de la source, comme on le fait sur une plateforme traditionnelle ou comme Gallica, si vous êtes familière et familier de Gallica, j'imagine que oui, mais de proposer aussi des articles, des annotations, des mises en relation de documents qui font des projets de cette plateforme qu'on appelle entre nous PANS, c'est pour plateforme d'édition numérique de sources enrichies. C'est vraiment le but de tisser ces réseaux et pourquoi pas aussi d'interconnecter plusieurs projets entre eux. Donc voilà le point d'entrée dans ce projet de publication numérique. Peut-être que je peux déjà donner la parole à Sophie concernant le point de départ de cette affaire, qui est l'acquisition des 10 papiers Barye par l'INHA en 2018. Merci Victor. Oui, donc effectivement, c'est une acquisition, une aventure qui a commencé à l'été 2018.
Oserais-je l'avouer, j'étais la seule présente à l'INHA de cette table à ce moment-là, puisqu'un marchand nous a contactés en nous proposant ses archives. Notre oreille s'est immédiatement levée, puisque Barry était, pour ceux qui d'entre vous peut-être le connaissent, réputé un sculpteur sans archives. C'est-à-dire que la connaissance de ce sculpteur qui a quand même une réputation notamment sur le marché de l'art et sur la sculpture romantique animalière extrêmement internationale, extrêmement forte, était réputé ne pas avoir de source primaire de son vivant. Donc, quand un marchand nous propose un ensemble d'archives autour de ce sculpteur, évidemment, nous sautons sur l'occasion. Donc c'est un ensemble d'archives. Dès ce moment-là, on a eu l'idée de faire un projet de recherche autour de ces archives parce qu'il nous semblait que leur caractère exceptionnel nécessitait cet approfondissement. Je dois également mentionner que c'est un achat qui a qui a bénéficié de la générosité de la Société des Amis de la Bibliothèque, qui nous a aidés dans cette acquisition. Donc les archives sont rentrées à la rentrée 2018, ça se fait relativement rapidement. Et je me suis mise tout de suite à leur classement. Alors à ce moment-là, j'étais responsable des archives au service du patrimoine, je n'étais pas encore directrice adjointe de la bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais, Victor ? Donc je me suis mise tout de suite, dès qu'elles sont arrivées, à les regarder de près, afin déjà de pouvoir voir qu'est-ce qu'elles proposaient. Évidemment, nous étions déjà allés les voir chez le marchand, donc nous avions un petit peu une idée de ce qu'il y avait dedans. Nous avions déjà commencé à voir quelles autres pièces sur Barry nous avions dans les collections, puisque nous avions quand même quelques petites choses qui sont d'ailleurs en partie présentes sur la plateforme aujourd'hui. C'est un de ses intérêts. Donc on avait déjà commencé à avoir une première idée du paysage Barry. Et l'idée a été de classer assez vite ces archives pour savoir quelle exploitation scientifique on pouvait en faire. Donc le grand avantage, c'est que je ne vais pas vous faire un cours d'archivistique, on est dimanche après-midi, je ne suis pas cruelle à ce point-là. Mais l'idée était, quand un fonds d'archives rentre, il y a quelque chose qui est capital, qui s'appelle le respect du fonds. C'est-à-dire que les archives arrivent dans une certaine disposition, il faut essayer de comprendre d'où vient cette disposition. Et ce n'est pas parce que nous sommes archivistes tout-puissants d'une institution patrimoniale qu'on va tout ranger selon l'ordre qui nous paraît le mieux. Les archives arrivent avec une certaine histoire, on va en parler par la suite, il faut en tenir compte. En l'occurrence, je pense que l'ordre d'arrivée des archives était assez majoritairement dû à son passage par le monde marchand. Donc la correspondance était à part, classée de manière très classique sur le marché des autographes, classée par ordre alphabétique de correspondants, pour pouvoir mettre les grands noms en avant. C'est quelque chose d'assez classique, comme je le disais. Donc, il y avait d'autres pièces que vous pouvez aussi voir sur la plateforme, des pièces comptables, on en reparlera, de l'iconographie, des notes posthumes, qui étaient probablement liées à la correspondance, mais que je n'ai pas voulu remettre à leur place parce qu'en fait, je n'ai pas de preuve vraiment matérielle de cette liaison originale. Donc, j'ai préféré tout laisser, enfin, reclasser, désambiguiser certains noms, etc., etc., faire le maximum de choses qui permettent une exploitation scientifique rapide, ranger également les documents qui n'étaient pas de la correspondance. Et voilà. Pour vous donner une idée, c'est pas un très gros ensemble d'archives. Ça prend un gros carton Cochard, les gros cartons d'archives bleus. Il y a à peu près 300 pièces. Donc ce n'est pas un fonds très important. Et alors j'utilise le terme de fonds qui en fait, je suis obligée, tu m'as tendu la perche, ce n'est pas un fonds d'archives à proprement parler parce qu'en fait c'est un ensemble d'archives qui s'est amassé au fur et à mesure des décennies et c'est pas Barry qui est le créateur de toutes les archives, le producteur archivistique de toutes ces archives. Donc c'est plutôt un ensemble de papiers rassemblés autour de la figure de Barry qui a eu des propriétaires successifs, on en parlera. C'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de ce fonds, c'est-à-dire que ça parle non seulement de Barry, mais de la suite, de la construction de la réputation de ce sculpteur, de comment est-ce qu'on a maintenu une certaine connaissance sur ses pratiques et sur ce qu'il faisait.
L'idée d'un classement d'archives, c'est de rendre visible, là en l'occurrence ça a été de rendre visible la correspondance, la multiplicité des correspondants, qui est vraiment un des intérêts de ces archives, puisque ça montre que Bari est entouré de plusieurs réseaux extrêmement denses, de types différents, professionnels, amicaux, familiales, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de rendre ça visible dans la correspondance et de montrer justement cette dichotomie entre tout un tas d'archives qui ont été créées du vivant de Bari, donc avant 1875, donc potentiellement par Bari lui-même, et tout un tas d'archives qui lui sont postérieures, puisque le fonds a probablement eu, Justine y reviendra, une vie par la suite. L'étape, donc en gros le classement a été fait début 2019, j'ai été relativement efficace. La numérisation a été faite dans l'année suivante. Il faut savoir que cette numérisation non seulement a été nécessaire comme point de départ du projet PENSE, mais également nécessaire d'un point de vue de conservation. Nous numérisons beaucoup de choses à la bibliothèque de l'INHA pour évidemment rendre accessible au plus grand nombre tout un tas de documents. En l'occurrence, il y a un certain nombre de lettres qui avaient été pliées, dépliées et qui étaient quand même dans des états fragiles. Et les quelques consultations des archives papier qui ont eu lieu ont montré qu'il était vraiment nécessaire, pour des raisons de conservation, de rendre ces archives accessibles autrement que dans leur version originale, même si celle-ci est évidemment toujours accessible. Donc voilà, on en est arrivé fin 2019 à une numérisation et donc au début de la seconde vie du fonds. Justine, je te passe la parole pour parler du projet. Oui, peut-être. Enfin, non, mais on peut le rapprocher, là, peut-être l'ordinateur, si c'est possible. Ça. Voilà, tac. Pardon. Tac. Je passe un petit peu. Oui, il y avait. Alors moi j'ai travaillé plus spécifiquement sur l'historique du fonds, donc depuis le vivant de Bari. Et donc le fonds s'organise un peu en strates successives, donc avec plusieurs époques. D'abord donc du vivant de Bari jusqu'en 1875. Et un des intérêts du fonds, c'était de confirmer ce qu'on savait déjà, mais la succession des déménagements de Bari dans Paris. Donc ce que vous voyez à l'écran, les premières lettres qu'on a à l'INHA, elles sont datées de 1828, quelque chose comme ça, alors qu'il habitait Passage Sainte-Marie. Donc voilà, on peut suivre les pérégrinations de Bari dans Paris, avec à chaque fois quelles commandes il traite à cette époque-là, avec qui il parle le plus, etc. Donc voilà, et ce qui nous intéresse plus particulièrement pour l'histoire du fonds, c'est sa dernière demeure, donc quai des Célestins, puisque donc c'est la photo que vous voyez en fond. Puisque donc il arrive quai des Célestins au début des années 1860, si je ne dis pas de bêtises, et il va vivre là-bas avec sa famille, donc avec sa deuxième épouse qui s'appelle Amélie Antoinette Houdard. Et Bari va avoir une dizaine d'enfants, mais l'enfant qui va nous intéresser pour l'histoire de ce fonds, c'est sa fille aînée qui s'appelle Marie-Louise Bari. Et Marie-Louise Bari, elle va avoir une relation un petit peu spéciale avec ses parents, puisque elle va se marier donc avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Krantz. Ils vont avoir une fille ensemble, et après la mort de ce Monsieur Krantz, elle va retourner au domicile parental, et donc elle va vivre avec son père et sa mère, donc Bari et sa femme, jusqu'à la mort de Bari. Et en fait, il va y avoir une relation particulière qui va se tisser donc entre les parents, la fille et la petite fille, et donc le fonds va suivre cette trajectoire. Et on peut retrouver donc des mentions de cette relation particulière dans plusieurs lettres. On n'en a pas parlé, mais il y a un fonds jumeau à celui de l'INHA qui est conservé au musée des arts décoratifs et qui est à peu près similaire à celui qu'on a à l'INHA. Et certaines lettres se répondent entre le fonds de l'INHA et celui des arts décoratifs. Et dans une lettre du fonds des arts décoratifs,
narratif, il y a cette mention, après la mort de Barry, à cette pauvre petite Amélie qui vit dans le foyer du quai des Célestins. Donc voilà, on a plein d'indices qui nous amènent à confirmer tout cela. Lorsque Barry décède, il y a un inventaire après décès qui est établi, qui ne fait pas mention de la correspondance. Donc on peut deviner que les papiers doivent se trouver donc, dans le cabinet de Barry ou alors dans des malles qui sont à l'entrée du cabinet. Donc voilà, ça c'est un peu des suppositions. Mais ensuite, après la mort de Barry, la famille déménage rue du Vieux-Colombier, toujours avec cette filiation particulière donc entre la veuve maintenant de Barry, la fille aînée et la petite fille qui continuent à vivre ensemble. Et c'est là qu'on va voir se constituer une seconde strate du fond. Juste après la mort de Barry, on voit que sa famille essaye d'abord de vendre les œuvres de Barry, d'organiser des ventes publiques après son décès. Et de vendre aussi certaines pièces à des collectionneurs. On retrouve des témoignages de cela. Et lorsque la veuve Barry meurt donc en 1788, sa préférence, on va dire, envers sa fille aînée se voit assez bien. Alors là, à l'écran, vous avez un document justement relatif à la vente qui a été faite après le décès de Barry, donc en 1876. Et donc, lorsque sa veuve décède en 1888, dans son testament, elle fait mention spécifiquement de sa fille aînée, donc Madame Krantz, à qui elle lègue particulièrement le mobilier de sa chambre. Et donc, on peut supposer que les papiers Barry devaient se trouver dans cette fameuse chambre. Et donc elle explique que sa fille s'est beaucoup occupée d'elle quand elle était malade, et ce qui explique cette préférence et le choix qu'elle fait de lui léguer ce qu'elle a dans cette chambre. On continue, donc après le décès de la veuve Barry, on retrouve la famille, la fille aînée de Barry, Marie-Louise, et la petite fille, on les retrouve donc à Bois-Colombes. Toute la famille a déménagé. Donc dans les années 1910. Et donc la petite fille, donc Amélie Krantz, s'est mariée et devient donc Madame Luzo. J'espère que je ne perds personne. Devient Madame Luzo. Et donc là encore, le fond s'enrichit d'une nouvelle strate de papier. Donc je vous ai mis des petites photographies de Bois-Colombes au début du XXe siècle pour illustrer le tout. Et donc à ce moment-là, donc le fond va encore s'enrichir. Et là, c'est assez intéressant puisque, en fait, je me suis rendu compte que la famille Barry a quand même toujours été pas dans le dénuement tout le temps, mais en tout cas après la mort de Barry, ça devient un petit peu compliqué. Et la petite fille, donc Madame Krantz ou Madame Krantz-Luzo, va vendre, c'est elle qui va vendre les papiers Barry à un marchand. Et cette nouvelle strate du fond commence, on pourrait dire, par une lettre d'un monsieur qui s'appelle Georges Lecomte, et qui décrit la situation très précaire de la famille Barry au ministre des Beaux-Arts de l'époque, en lui disant, je cite, « J'apprends que la fille du grand Barry serait dans la misère. Barry, orgueil de nos misées, Barry avec lequel collectionneurs et marchands ont fait du commerce. » Et donc ça met un peu en valeur cette contradiction entre une période où on commence vraiment à s'intéresser à Barry, c'est à cette même période qu'on ouvre les salles Barry au Louvre, en 1912 ou 13, si je ne dis pas de bêtises. Et donc d'un côté, voilà, Barry devient vraiment devient ou se confirme comme un sculpteur institutionnel, et de l'autre côté, ce qui reste de sa famille, vit vraiment dans la misère. Donc ce Georges Lecomte sollicite le ministre des Beaux-Arts, et à la suite de cette sollicitation, il y a une enquête de police qui est ouverte. C'est le moment un peu croustillant de la présentation. Et donc on fait une enquête sur cette famille qui vit à Bois-Colombes. Alors dans cette enquête, il est dit que Madame Krantz, donc la petite fille de Barry, j'espère que tout le monde suit, sert de domestique à sa fille et à ses petits-enfants.
et que les 3 enfants donc, d'Amélie Krantz-Luzo mènent une vie de débauche, rentrent à 3-4 heures du matin en état d'ivresse, etc. Donc voilà, et donc ce rapport confirme l'état de grande pauvreté de cette famille. Une allocation leur est attribuée par le ministère des Beaux-Arts, et parallèlement, donc Amélie Krantz va vendre à un marchand, c'est ce que je vous disais, va commencer à vendre lettre par lettre ou groupe de lettres par groupe de lettres un marchand qui s'appelle Gustave Pellet. Et donc, ces lettres sont conservées à l'INHA également. Et donc, elle fait un peu la mention elle essaie de mettre en avant les grands noms, le Fuel, les noms qui font bien et qui font vendre à Gustave Pellet. Et dans une des lettres, on a l'impression aussi qu'elle fait ça dans le dos sans le consentement plutôt de sa mère, donc sa mère fille de Barry, puisque dans une de ses lettres, elle dit « Je ne peux pas en chercher d'autres, maman garde la chambre ces jours-ci à cause d'une rechute de bronchite ». Donc on imagine qu'elle aurait vendu ces lettres peut-être sans le consentement de la fille de Barry. Et donc voilà, on a cette nouvelle strate qui s'ajoute à ça, avec des mentions de lettres qu'on peut retrouver dans le fonds de l'INHA et qu'on retrouve aussi dans le fonds des arts décoratifs. Et donc là, c'est assez intéressant puisque donc après Gustave Pellet, qui a donc racheté une partie des lettres de Barry, il semblerait que Gustave Pellet ait revendu ses lettres à un marchand qui s'appelle André Scholler, qui était assez spécialisé dans la vente de Barry et de documents autour de Barry et d'œuvres aussi. Et André Scholler va constituer la dernière strate du fonds de l'INHA, puisqu'on retrouve des papiers de lui à la galerie Georges Petit. Il a travaillé à la galerie Georges Petit une bonne dizaine d'années. On retrouve des lettres qu'il envoie aux descendants barbediennes pour savoir s'ils ont encore des Barry dans leur collection, etc. Donc c'est assez intéressant de voir le commerce longtemps après la mort de Barry avec André Scholler. Et c'est là que les fonds de l'INHA et du Musée des Arts Décoratifs se rejoignent, puisque André Scholler aurait vendu donc ces papiers à Jacques Zoubalov, qui est un grand collectionneur russe de ces années-là, qui aimait apparemment particulièrement Barry. Et donc, il va vendre une partie de ses papiers à Jacques Zoubalov. Jacques Zoubalov va donc acheter ces papiers, mais il va aussi acheter beaucoup de bronze, de Barry, dont il va faire don à des musées. Je ne vous l'ai pas mentionné, mais Scholler va aussi faire beaucoup de dons à des musées, notamment de Barry. Et donc il vend une partie de ce fonds à Zoubalov, et lorsque Zoubalov décède, ses nièces vont faire don de ce deuxième fonds Barry, si on peut dire ça comme ça, au Musée des Arts Décoratifs. Et Scholler donc aurait gardé une partie du fonds. Et alors là, la piste s'arrête un peu après Scholler, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés sur le marché de l'art après, mais en tout cas, il y a 2 fonds qui auraient été un seul fonds, au moins en partie, dans les années 1930, et qui sont donc finalement arrivés à l'INHA et aux arts décoratifs. Et c'est très intéressant, puisque certaines lettres se répondent directement, et certaines lettres dont parle Amélie Krantz-Luzo quand elle vend ses lettres, il y a des lettres à l'INHA et au Musée des Arts décoratifs. Donc voilà un peu pour le petit résumé sur l'historique du fonds. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes histoires de généalogie. Donc voilà. Et je passe la parole à Sophie. Donc j'espère aussi que vous avez maintenant compris pourquoi est-ce qu'on ne réorganise pas intégralement un fonds d'archives qui arrive dans une institution, parce qu'en général, il a une histoire complexe. Non, là, vraiment, la découverte intéressante aussi, c'était de ce fonds des arts décoratifs, dont on avait entendu parler par une collègue, parce qu'on travaillait justement sur le fonds Barry chez nous. Et c'est quand même une belle histoire archivistique de découvrir comme ça des choses qui se complètent d'une institution à l'autre pour tout d'un coup donner une assise archivistique à un artiste aussi connu qu'Antoine-Louis Barry.
petit peu d'art décoratif. Voilà, la bibliothèque pour ceux qui connaissent. Donc ce fonds, cet ensemble d'archives ne donne pas à proprement parler de renseignements totalement inédits sur Barye. En revanche, ce qu'il donne, c'est vraiment de la chair à une personnalité qui avait déjà une certaine réputation. En gros, Barye, c'était un ours. Quelqu'un d'assez ronchon, de pas très sociable, qui restait dans son atelier, très brillant, avec des élèves, mais pas très sociable. Avec toutes ces correspondances qui sont ressorties à l'occasion de ce travail, on observe quand même que c'est un portrait qui est un peu à nuancer, que c'est évidemment un artiste qui a un réseau autour de lui extrêmement important, des amitiés extrêmement fortes. Donc on va vous montrer quelques documents autour de quelques thèmes qu'on a un petit peu pu approfondir en étudiant ces archives. J'ai souhaité commencer par ce billet. Alors vous voyez l'intégralité du billet, y compris avec ses ratures, y compris... Voilà, très mal écrit, qui est un billet de Eugène Delacroix, qui était l'archive connue du fonds. Ce billet avait été photographié, qui figurait dans des ouvrages sur Barye, mais personne ne savait où il était. Maintenant, c'est facile, il a une cote. Et ce billet dit « Le lion est mort, au galop. Le temps qu'il fait doit nous activer. Je vous y attends. Mille amitiés ce samedi, E. Delacroix. » Donc en fait, ce billet ne dit pas grand-chose, voire il est un petit peu obscur. Mais je le trouve particulièrement intéressant parce que, justement, il dit à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est lapidaire, il n'y a pas de bonjour. Sur certaines autres correspondances, les lettres commencent par « cher maître », avec des formules de politesse alambiquées. Là, il n'y a même pas « bonjour », il y a « cher Antoine Louis », rien du tout. Le lion est mort. En fait, ce dont il est question, c'est du lion, d'un des lions que l'amiral Rigny a donné au Muséum d'histoire naturelle, à la Ménagerie, et qui est mort au début du mois de juin 1829. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que Eugène Delacroix, comme Antoine-Louis Barye, étudie les animaux et ont à cœur une étude exacte de toute la musculature, l'ossature des animaux, de manière à en faire une reproduction la plus fiable, la plus vivante, la plus naturelle possible. Et ce biais, je le trouve intéressant parce que est bien connu ce dessin à gauche, qui est un dessin d'Eugène Delacroix, qui représente deux études superposées d'un lion écorché, qui est le lion dont il est question. Et ce biais rentre un petit peu en écho par rapport à ce dessin qui est conservé au musée du Louvre, pour dire d'une part, pour donner un contexte un petit peu écrit à ce dessin, mais aussi pour dire l'amitié et la proximité de pratique entre les deux artistes, l'un peintre, l'autre sculpteur, même si Barye peint et grave un peu aussi, il est quand même surtout sculpteur. Ils n'ont pas besoin de grands mots, de grandes formules, de choses. Ils sont quasiment voisins. Il y a quelques autres lettres de Delacroix dans les archives Barye qui se demandent vraiment des trucs de voisinage. Ils se connaissent bien. Ils savent exactement comment ils travaillent l'un l'autre. Donc ils peuvent s'écrire rapidement. Ce billet, c'est l'équivalent d'un texto d'aujourd'hui. Ce qui, du coup, le rend un petit peu... je trouve, dans son quotidien, dans sa brièveté, assez intéressant. Un autre aspect que je voulais mettre en lumière sur ces archives, c'est pas de la correspondance, justement. Alors, je pense que vous ne voyez rien. Il va falloir me croire sur parole. C'est un document comptable. Il y a plusieurs documents comptables dans ces archives. Alors, on pourrait comme ça penser que la comptabilité, c'est sympa, mais bon. Et en fait, ça donne un arrière-plan, là aussi, assez intéressant, à la pratique de sculpteur animalier de Barye. Quand on est un sculpteur comme lui, exactement comme pour le lion écorché, quand on vous commande, comme le fait à ce moment-là, à la fin des années 1860, le comte Nicolai, quand on vous demande une figure de lévrier, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel de départ ? Un lévrier. Et en fait, ce petit document là, dont vous ne voyez qu'une partie par contre, comptable, nous donne exactement la page budgétaire de cette réalisation, puisqu'il s'agit donc pour un lévrier en pierre pour Monsieur de Nicolai, en novembre 1867.
Donc il y a une liste avec les prix en face. Ça commence par un chien lévrier, dont on connaît même le prénom, qui s'appelait Tom, qui est un lévrier d'Algérie noir. Ça, c'est pour le FHA de l'année dernière, qui était sur l'animal. La deuxième ligne, c'est un collier. Et vous voyez sur... alors, c'est un bronze qui est postérieur au marbre, qui a été tiré d'après le plâtre pour le marbre réalisé pour cette commande. Mais vous voyez qu'on voit très bien que le collier fait intrinsèquement partie de l'œuvre. Donc, c'est pas totalement anodin que vraiment la deuxième ligne après le chien de lévrier, ce soit le collier. Et après, vous avez des choses aussi quotidiennes que la nourriture du chien. À plusieurs reprises, il mange régulièrement, ne vous inquiétez pas, mais également la personne qui s'en occupe. Donc, là, évidemment, ça ne va pas révolutionner l'histoire de l'art, mais ça donne quand même de la chair, de la pratique, de la documentation à des commandes, à des relations entre les artistes et leurs modèles, quelle que soit la catégorie animale du modèle, qui, je trouve, donne à partir du moment où on part de rien, comme un artiste sur Bari, qui donne tout de suite un paysage artistique, un paysage de pratique, qui sont tout de même intéressantes. Et je vais vous parler d'une autre série de lettres qui documente les relations entre Bari et la Société artésienne des Amis des Arts. Et là aussi, c'est intéressant puisque tout à l'heure, je vous ai parlé des liens qu'on pouvait faire entre l'INHA et les arts décoratifs, mais ça répond aussi à d'autres lettres qui sont conservées à la Fondation Custodia notamment, et puis dans les autographes de la bibliothèque de l'INHA. Et donc, Bari va échanger quelques lettres avec un personnage qui s'appelle Charles de Savary, qui est donc un peintre qui est l'élève et le gendre d'un autre peintre qui s'appelle Claude Dutilleux et qui fonde en 1859 la Société artésienne des Amis des Arts. Et donc on va avoir des échanges entre ces personnages et aussi des échanges avec Delacroix. Et je vous montre donc cette lettre du 24 mars 1862 entre donc Bari et Charles de Savary. Et c'est intéressant puisqu'il évoque le paiement à Bari d'une de ses œuvres en bronze. Et cette lettre, donc, elle peut être mise en regard avec une autre lettre conservée donc, à la Fondation Custodia qui nous a été signalée par nos collègues du Louvre et qui fait état justement de cette... qui est datée du 20 mars, alors que l'autre lettre était datée du 24 mars. Et qui pourrait être la lettre qui précéderait celle conservée à l'INHA et où on peut difficilement distinguer, mais où donc Bari envoie une de ses œuvres qui est le cerf et panthère, avec un emballage pour un total de 335 francs. Donc voilà, on suppose que ça pourrait être un même échange conservé. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc, dans le fond ce n'est pas un fond, dans les autographes, non, c'est pas dans les autographes, bon, dans un autre fond, INHA, il y a un échange similaire qui est conservé entre de Savary et Delacroix, un peu sur le même modèle à propos d'une œuvre de Delacroix et de la reproduction d'une œuvre de Delacroix, donc Médée. Et donc voilà, ça fait des rebonds avec plusieurs artistes. Et ce qui est surtout intéressant pour ces échanges-là, c'est qu'ils permettent de documenter ce photomontage qui est conservé au musée de la Croix, qu'on aime particulièrement dans l'équipe Paris. Ce photomontage, il est documenté par une lettre qui est cette fois-ci conservée au musée des arts décoratifs, donc une lettre de Charles de Savary à Bari, où il lui demande de lui envoyer donc un portrait carte pour pouvoir constituer ce photomontage, et il est précisé aussi qu'il demande la même chose aux deux autres présidents honoraires de la société, donc que sont Corot et Delacroix. Et donc voilà, on suppose que ce sont les lettres qui ont précédé la constitution de ce montage avant l'heure.
Et donc voilà, c'est aussi très intéressant de voir comment les lettres peuvent documenter des collections, que ce soit des bronzes ou alors des photos comme ici, et comment voilà, toutes ces lettres se répondent à travers différentes institutions. Et une autre lettre aussi que j'aime particulièrement, c'est une qui documente les liens entre Barye et la famille Millet, puisque Barye était donc très ami avec Jean-François Millet, donc qui était peintre. Et ici, vous avez une lettre qui date du 9 septembre 1871, où Jean-François Millet annonce le mariage de sa fille, Marie Millet, avec un certain Félix Feuardent. Et là, voilà, donc il annonce cette nouvelle. C'est confirmé dans les archives départementales de la Manche, où on a bien l'acte de mariage de ces deux personnages. Et pareil, ça permet de documenter des collections. Ici, vous avez un portrait de l'épouse, oui c'est ça, de l'épouse de Jean-François Millet, qui est conservé au Paul Getty Museum. Et puis à droite, vous avez un portrait de la famille Millet par Félix Feuardent, où on peut reconnaître les différents membres de la famille Millet, puisque donc, le père du Feuardent qu'épouse sa jeune Marie était très copain, enfin très ami avec Jean-François Millet, donc tout ça se recoupe. Et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous mettre une photo de Barbizon, puisqu'on n'est pas très loin. Donc la veuve Millet à Barbizon, qui est une photo conservée au musée du Louvre. Et ce qui est surtout très intéressant entre ces liens entre la famille Millet et Barye, c'est qu'ils se perpétuent après la mort de Barye. Et notamment cette Marie Feuardent, dont on a annoncé le mariage donc en 1871, elle écrit de nombreuses lettres à la veuve Barye après la mort, enfin avant et après la mort de Barye, où elle témoigne de tout son soutien à la veuve Barye et à ses filles, où elle propose aussi de les faire séjourner dans sa maison à Barbizon pour avoir un peu de répit après ce décès. Et là encore, c'est très intéressant, puisque dans le fond du musée des arts décoratifs, il y avait quelques lettres qui n'étaient pas identifiées. Et en comparant les signatures et l'écriture, eh bien, on peut, et aussi le contenu de la lettre, eh bien, on peut attribuer, voilà, je pense que c'est assez clair, mais attribuer donc cette lettre non identifiée à Marie Feuardent, qui, dans cette même lettre, évoque le décès de Barye et voilà tout le réconfort qu'elle apporte à la famille Barye. Et donc c'est dans cette lettre dont je vous parle au musée des arts décoratifs qu'est mentionnée cette pauvre petite Amélie, donc Amélie Krantz, qui va vendre le fonds dans les années 1915 à Gustave Pellet. Donc voilà, tout se recoupe et tout se recoupe. D'ailleurs, concernant Barbizon, il y a un certain nombre de lettres qui documentent aussi cette sociabilité autour de Barbizon. Il y a une ou deux lettres de l'aubergiste de Barbizon, puisque à l'auberge de Barbizon, il faut bien un aubergiste, et plusieurs artistes qui se retrouvent vraiment juste à côté. Et pour la dernière partie de notre propos, nous allons justement voir comment est-ce que cette correspondance, ces liens, ces choses peuvent prendre une autre forme, avoir une autre vie après toutes les vies successives que nous venons de vous expliquer, sous une forme beaucoup plus numérique. Est-ce que tu veux venir là ? Vous n'aurez qu'à changer. Oh, je te dis. Oui, ou même vous le faites au rythme de ce qui vous semble bien. Merci. Je vais effectivement changer un petit peu de registre, mais j'ai essayé de le faire doucement pour rester quand même. Non, mais parce que il faut pas non plus. C'est intéressant toutes ces évocations historiques, et que l'idée que c'est pas que le numérique vienne déranger tout ça. Mais on va effectivement regarder un peu l'approche méthodologique qui a été suivie pour faire ce projet, qui est donc conçu au départ. Est-ce que je peux un petit peu. Merci. Enfin, qui est conçu comme le projet pilote de l'intention. Donc l'INHA s'est lancé dans la recherche autour de la question des éditions numériques de sources enrichies. Et le projet qu'on présente est relativement à la pointe par rapport à ces questions-là. Depuis 3 ans, on a
explorer un peu toutes les technologies, toutes les méthodologies qui s'y rapportent, et on commence à avoir un regard assez pointu à ce sujet. L'idée, donc effectivement, j'ai bien aimé quand Victor a parlé tout à l'heure de bibliothèque numérique traditionnelle, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très ancien, alors que je crois que les bibliothèques numériques, ça a quand même 10-15 ans, quoi, pas plus. Donc c'est bien que ce soit devenu quelque chose de relativement traditionnel, auquel on s'est fait maintenant complètement. Et l'idée, c'est qu'effectivement, dans cette grande numérisation du monde en général, mais des documents historiques en particulier, va de pair des changements de manière de travailler pour les chercheurs. Parce que moi, d'ailleurs, étant dans le numérique, je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience dans la recherche historique, mais je me demande si ça n'avait pas été numérique, la recherche aurait été la même, ou enfin, comment ça se serait passé. Éventuellement, on pourra échanger à ce sujet après. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, les documents sont tous numérisés, ils sont tous renseignés d'un point de vue archivistique, mais ils sont faits à l'échelle du lot de documents, parce que c'est souvent ce qui correspond et ce qui est le plus adapté pour les gens qui font ce travail archivistique et les gens qui font la numérisation. Et quand on va comme ça travailler plus précisément pour faire une édition numérique, il va y avoir un effet de loupe, parce qu'on va descendre à l'échelle du document. C'est-à-dire que là, chaque document va acquérir son identifiant, sa cote, on va dire, et il va être examiné un petit peu comme au microscope finalement, parce que il est possible qu'on perde de qualité par rapport au ressenti de la matérialité quand on scanne, quand on numérise un document. En revanche, comme il est numérisé à assez haute définition, on peut faire des effets de zoom par l'écran qui peut peut-être être comparé à ce qui se passe quand on regarde au microscope. Et il peut y avoir un effet, enfin en tout cas moi j'ai eu cette impression-là, ce sera aussi aux chercheurs d'en témoigner, quand on est face à des documents plus particulièrement visuels, un effet d'immersion dans le document, qui peut peut-être aussi permettre de saisir, de capter, de ressentir d'autres choses que celles qui sont reçues quand on regarde la matérialité du document. Alors, la première étape la première étape de traitement, la première étape, c'est d'abord effectivement le reclassement, comme tu le disais, Sophie, c'est-à-dire que le chercheur, déjà, il va non seulement aborder la question à l'échelle de la pièce, mais parfois, là c'était pas le cas dans ce cas-là, mais ça m'est arrivé dans d'autres projets, il va contredire le classement par lot, replacer une pièce dans un autre groupe ou des choses comme ça, ou avoir envie de réorganiser selon un autre angle. Donc évidemment, comme le disait Sophie, ce ne serait pas bien de le faire au niveau archivistique, parce qu'on doit garder cette historique, cette histoire de l'archive, mais parce que maintenant on est face à une reproduction numérisée du document, on va pouvoir remanier tout ça sans aucun danger, on va dire, pour la pièce initiale. Et donc c'est le premier travail qui se fait pour le chercheur. Ça lui donne l'occasion de réorganiser le corpus, mais en fonction des centres d'intérêt qu'il veut traiter. Ensuite, la première étape, ça a été la transcription. Donc la transcription des documents, elle s'est faite dans un environnement de travail particulier qui est dédié à ça, qui est un outil qui est issu du monde de la recherche et des subventions de l'Europe, qui s'appelle Transcribus, mais bon, peu importe le nom, mais dont la caractéristique est déjà, au fond, le projet, c'est déjà de développer la reconnaissance automatique de documents manuscrits. Donc on sait qu'il est relativement simple aujourd'hui de reconnaître des documents imprimés et de les faire écrire, on va dire, pour l'ordinateur, mais pour les manuscrits, c'est beaucoup plus difficile parce que, évidemment, les caractères, le E, le A, enfin toutes les lettres changent beaucoup en fonction de la personne qui écrit. Et donc il y a un logiciel principalement qui travaille sur ça et qui utilise l'intelligence artificielle pour essayer de reconnaître de saisir les textes qui sont écrits à la main. Alors pour faire ça, la plupart du temps, il faut entraîner la machine en lui donnant la transcription d'une centaine de documents qui sont écrits par le même scripteur. Et à partir du moment où on lui a donné cette centaine de documents, il commence à être capable de reconnaître par lui-même les lettres et les mots. Dans le cas du corpus Bari, on n'a jamais eu, je crois, 100 documents qui étaient par le même scripteur, puisque c'est un corpus avec plein de documents différents. Donc on n'a pas utilisé cette fonctionnalité de traitement automatique, mais en revanche, on a utilisé toute la facilité que le logiciel offre
aux chercheurs pour transcrire l'information. C'est-à-dire qu'en gros, alors la première chose, c'est que le logiciel, tout de même, automatiquement est capable de reconnaître les différentes zones qui constituent le document. Il va donc reconnaître qu'il y a un bloc en haut que nous, on va appeler l'entête, qu'il y a un bloc au milieu qu'on va appeler le corps de page, qu'il y a un bloc en bas qu'on va appeler le pied de page, ou qu'il y a une zone qu'on va appeler le tampon de la lettre, etc. Donc toute cette partie-là, elle se fait automatiquement. Il va reconnaître aussi toutes les lignes automatiquement, ce qui va aider le chercheur qui va avoir véritablement une relation entre la ligne dans l'image du document et puis la ligne du texte qu'il saisit en bas. Donc apparemment, en tout cas par rapport au retour de chercheurs que moi j'ai eu dans tous les projets qu'on a menés, c'est vraiment une amélioration du dispositif de transcription pour les chercheurs qui auparavant le faisaient plutôt dans un document Word ou des choses comme ça. Ça a l'air de beaucoup faciliter l'opération. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'au-delà de la transcription, alors la transcription, elle est un peu avancée, c'est-à-dire qu'au-delà des textes en eux-mêmes, on va pouvoir saisir certains formatages de texte, indiquer qu'une chose est soulignée, qu'elle est barrée, qu'elle est difficilement lisible, etc. Et ça, on va le faire d'une manière structurée, avec des boutons, des champs, des choses comme ça, qui font que toute cette information, elle va être ensuite traitable d'une manière automatique par la programmation. Et on va aussi essayer, on va même réussir à indiquer tous les aspects des textes qui sont importants, comme les personnes, les lieux, les institutions, les dates. Et toutes ces choses-là, le logiciel va permettre aux chercheurs de les surligner, de les sélectionner, d'indiquer que c'est une personne, etc., etc. Et ça va être assez important ensuite pour traiter le corpus dans son ensemble, pour permettre la recherche, pour permettre le classement, le traitement, éventuellement des aspects statistiques. Donc c'est un autre aspect important de ces nouvelles méthodologies de recherche sur le document historique. Alors, en revanche, elles n'ont pas toujours, en tout cas, le logiciel qu'on a utilisé n'avait pas toujours une interface très aisée. Donc, on a aussi développé tout un prototype qui nous a permis de travailler un peu plus aisément sur ce qui était produit. Mais c'est aussi un autre aspect qui est important parce que le numérique est très lié au collaboratif. C'est qu'on peut travailler à plusieurs sur un corpus. Sans se déranger, de manière très aisée, comme on le fait d'ailleurs dans tous les aspects collaboratifs du numérique. Et on voit même qu'au-delà du fait de pouvoir travailler collaborativement sur le même corpus, on va aussi pouvoir, et ça c'est ce qui est au cœur de la politique de numérisation des bibliothèques, constituer un corpus qui est fait de documents qui se trouvent dans différents endroits. Comme il a été évoqué l'idée qu'il y a un corpus qui se trouve au musée des arts décoratifs. Aujourd'hui, il n'a pas été traité, mais il pourrait être traité pareillement. Et on pourrait avoir des documents, ça nous est arrivé dans certains projets, qui proviennent de différentes bibliothèques numériques, mais qui sont tous traités dans le même corpus. Alors on arrive là, c'est une représentation de l'édition numérique telle qu'elle se trouve actuellement, où on retrouve donc un ensemble de vignettes, de documents qui sont accompagnés de leurs métadonnées et de leur numérisation, évidemment, sur laquelle on va pouvoir, à laquelle on va pouvoir accéder, et de tous les textes transcrits, annotés, on va dire, d'une certaine manière, avec leurs personnes, et dans lesquels on va pouvoir faire des recherches globales à l'intérieur du contenu. Il y a trois types il y a plusieurs grandes familles de contenus. Il y a évidemment tout ce qui est correspondance, où là on voit une correspondance classique, on va dire, où on va avoir la lettre. Alors, je crois que la page d'après, c'est l'enveloppe, non ? Donc on va avoir aussi toute la partie enveloppe. On voit quelque chose là qui n'a pas été traité dans le corpus Barry, mais qui serait intéressant de traiter dans d'autres corpus peut-être. C'est qu'il y a des dessins sur l'enveloppe, par exemple, des images. Et dans le cadre de ces projets d'édition numérique de sources enrichies, on s'applique aussi à voir ce que ça veut dire que d'enrichir des corpus très visuels, des corpus de dessin, et de voir comment on va pouvoir renseigner, indiquer, donner de l'information et des données autour d'images
Ce qui est aussi une chose pour laquelle l'intelligence artificielle va de plus en plus pouvoir nous aider. C'est-à-dire que, par exemple, Gallica se prépare à travailler sur un projet qui consiste à faire reconnaître à l'intelligence artificielle un certain nombre de choses qui sont dessinées automatiquement, même si après, l'idée, c'est que effectivement, les chercheurs et les humains viennent affiner, améliorer toute cette information. Il faut voir toutes ces technologies aussi par rapport aux perspectives qui s'ouvrent sur les 10-20 ans et au développement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que de plus en plus, le fond du travail va pouvoir être effectué par la machine, ne laissant aux chercheurs que la partie véritablement de réflexion, de recherche, d'amélioration, d'affinage de l'information. Et puis on avait un troisième type de documents qu'on voit sur la diapo suivante, voilà, qui sont, comme l'a dit Sophie, qui sont de la comptabilité, mais qui enfin, peut-être ils appelaient ça aussi des tableaux à l'époque, mais pour nous, c'est maintenant clairement des tableaux depuis qu'on existe la culture Excel, etc. Et là encore, alors même si effectivement c'est tout à fait le genre d'information qu'on aimerait que les machines saisissent par elles-mêmes plutôt que les humains, parce que c'est assez laborieux à faire, ça peut être aussi intéressant, même si on n'en est pas arrivé là pour l'instant dans ce projet, de pouvoir traiter même au niveau mathématique ou calcul toutes les informations qui sont dedans, parce qu'on pourrait aussi sortir des statistiques par rapport à cette comptabilité de l'époque. Au final, sans vouloir rentrer trop dans les aspects techniques, on va dire, toutes ces informations, ces données, cet enrichissement, hein, c'est ça que le terme enrichissement contient, c'est l'idée que la source a été augmentée par un ensemble de données et qui sont structurées, c'est-à-dire que ces données ne sont pas comme saisies sur un carnet ou dans un document, elles sont saisies dans une structure, un modèle structurel qui va permettre de les utiliser plus finement. C'est-à-dire qu'en gros, on va être capable de dire qu'une information se trouve sur l'enveloppe, dans l'entête de la page, ou dans le corps dans la page, ou dans le pied de page. Donc c'est pas exactement la même chose de chercher une adresse si on veut exclure les enveloppes ou si on veut les voir uniquement dans le corps. Donc toute cette structuration, elle est faite sous un format qu'on appelle XML, qui est un arbre de données, c'est-à-dire que les données ne sont pas uniquement comme dans un tableur Excel sur une abscisse et une ordonnée, mais elles ont une espèce de troisième dimension qui permet de les emboîter les unes dans les autres et de faire que certaines données sont enfants ou parents d'autres données. Et c'est ça qui fait toute la finesse et la puissance de ces modèles-là. Et par exemple, l'usage qu'on en a dans l'édition, c'est effectivement la diapo suivante, sur les index. Donc on va pouvoir faire une recherche, par exemple, je crois que j'ai pris Barbedienne comme nom. On va pouvoir le chercher dans le texte brut, on va dire, mais dans le texte brut, s'il est évoqué sous un autre nom que Barbedienne, que le terme qu'on a saisi, la recherche en texte brut ne le trouvera pas. En revanche, comme les chercheurs assistés ensuite des référentiels ont indiqué tous les endroits où cette personne est citée, même si elle n'est pas citée selon son nom, eh bien on va pouvoir faire des recherches et afficher des index qui permettent véritablement d'avoir une analyse et une navigation dans le corpus qui soit fine, pertinente et maîtrisée. Non, c'est bien. Quand on fait ce type de travail, donc vous comprendrez que au-delà de l'aspect de la réflexion historique, il y a aussi donc l'aspect méthodologique, et donc il y aurait plusieurs manières de faire ce traitement de données qu'on a appliqué. Donc on s'est appliqué aussi à faire ce qu'on a appelé un manifeste éditorial, c'est-à-dire un endroit un document dans lequel est résumé les choix qui ont été faits au niveau de la transcription, au niveau de la manière de saisir les données. Est-ce qu'on corrige par exemple
les orthographes historiques, parce que si vous ne les corrigez pas, comment on peut rechercher, etc. Donc il y a des choix qui sont faits, qui sont des choix particuliers au projet, donc qui doivent être dits pour que tout lecteur puisse en savoir un petit peu comment les choses ont été faites. Donc ce manifeste éditorial, il est présent dans l'édition. Et d'un point de vue plus technique, il y a aussi une interface qui permet véritablement de naviguer à l'intérieur de tout l'arbre d'informations qui se trouve présent. Et puis on va passer à la diapo suivante qui présente l'aspect technologique. Je ne vais pas revenir dessus. Enfin, je vais simplement vous donner la chaîne, parce que c'est un peu la chaîne, le processus auquel on est parvenu, à ce jour en tout cas, dans ce traitement qui part de la numérisation. Donc je n'ai pas mis... Enfin, si, ça commence par le classement archivistique, lorsque le corpus arrive. Et puis ensuite, il y a l'étape de numérisation. Ensuite, il y a le classement recherche qui vient s'appliquer. L'établissement des métadonnées à l'échelle de la pièce. Donc voilà, un ensemble de métadonnées, qui est l'auteur, quelle date, quel lieu, etc. Ensuite, il y a ce que j'ai déjà évoqué, donc la segmentation du document. On est en zone, corps de page, en-tête, pied de page. Ensuite, la transcription. Une fois que la transcription est faite avec l'enrichissement, il va y avoir c'est l'indexation qui fait l'enrichissement, c'est-à-dire indiquer les personnes, les lieux, les institutions, les dates, éventuellement les œuvres, enfin tout ce qu'on a déterminé comme étant important. Et ensuite, je ne l'ai pas abordé, mais on va connecter toutes ces entités à des référentiels. L'idée étant que lorsqu'on cite Eugène Delacroix, on le cite par rapport à la façon dont il est cité dans tous les référentiels globaux, pour que effectivement d'autres personnes qui sont intéressés d'autres chercheurs qui sont intéressés par le projet dans le monde puissent se saisir de ce qu'on a fait et ne pas avoir d'ambiguïté sur les personnes, par exemple, qui sont citées. Et puis ensuite, on réunit tout ça dans un ensemble, dans un format donc, qui s'appelle le TEI, et on produit ce qu'on appelle la visualisation. Donc ça, c'est vraiment la chaîne méthodologique à laquelle nous, on est parvenu, qui nous semble être actuellement la plus fine possible, et qui nous permet à la fin d'avoir un document qui va être multiformat, on va dire, qui va avoir plusieurs niveaux d'information et qui va permettre la consultation finale. Et puis, pour conclure et revenir un petit peu sur le sujet, à partir de ce corpus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut permettre de créer des parcours, on peut permettre de créer des lectures transverses. On a déjà commencé par avoir 3 articles qui ont été produits et qui sont en fait des sélections de documents et des éclairages sur le corpus. Et on peut comme ça produire à la fois un texte critique, une réflexion qui va venir illustrer ce qui est présenté et mettre en perspective la source, sa transcription et la réflexion qu'on peut avoir sur cette source. Et puis sur la dernière diapositive, on a remis le corpus dans son ensemble. Donc c'est assez intéressant aussi du fait qu'il soit numérisé, de pouvoir se le représenter sous cette forme de vignette, parce que ça lui donne aussi une autre forme, une autre image. Et puis j'ai juste évoqué le fait qu'il y avait un autre document qui se trouve à la bibliothèque, qui n'a pas encore été traité parce qu'il est plus ardu, on va dire. Il y a beaucoup d'éléments comptables et puis en revanche il y a beaucoup d'éléments de carnet d'adresses. C'est pour ça qu'il a été repéré. Mais c'est aussi pour montrer le fait que finalement une édition de cet ordre, elle est susceptible d'être augmentée. C'est-à-dire qu'elle est pas finale. S'il y a de nouveaux documents qui arrivent, ils peuvent venir être ajoutés. Et c'est une véritable plateforme. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de plateforme autour d'un corpus et d'un travail de recherche, d'exploration sur un corpus. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup. Vous voyez comme c'est précieux de travailler avec cette vision-là en appui à ce genre de projet. Enfin, moi, j'ai toujours été très intéressé de la manière que les personnes comme Jean-Christophe parlent des humanités numériques. Enfin, ça me parle beaucoup et ça aide vraiment à penser. Je veux dire, on n'est pas là en train de produire de la visualisation ou de produire du waouh. On essaie de penser ensemble, d'où le nom du projet. On se retrouve au final avec cette plateforme où on a l'absence de la matérialité des documents, mais au moins ça redite en haute définition
sa transcription et son interprétation, jusqu'à un autre niveau qui est en fait, pardon, oui, merci, 3 articles qui vont bientôt paraître sur les éditions, la plateforme Open Edition Books de l'INHA, qui sont 3 articles de fond sur l'apport de ces papiers, sur l'histoire du projet et sur l'historique du fonds qu'a en partie détaillé Justine à l'instant. Je crois qu'on est au bout du temps réglementaire de nos interventions et on est bien sûr ouvert à toutes vos questions, que ce soit sur Barry ou sur l'avenir encore très prospectif des éditions numériques dans le domaine de l'histoire de l'art. En tout cas, la parole est à la salle, n'hésitez pas. Non, pardon. Non, on n'est pas la première, mais disons on fait partie de celles qui sont, enfin, par rapport à ce que je vois, les plus avancées. Et surtout, nous, on essaye de le faire par rapport à l'histoire de l'art précisément, et aussi beaucoup par rapport aux images. Mais non, c'est un logiciel, le logiciel Transcribus. Alors, le logiciel Transcribus, ce n'est que la partie transcription, hein, on est d'accord. Et puis après, nous, on a fait notre propre logiciel pour faire l'édition. Oui, voilà, ouais. Mais la plateforme d'édition numérique de 69i est native de l'INHA Transcribus. Le logiciel de transcription était vraiment un process, une proposition de Jean-Christophe. C'est vrai que c'est beaucoup plus utilisé en général pour l'intention originale était vraiment la reconnaissance de caractères manuscrits, mais en fait on a détourné l'outil d'une certaine manière. Pas tellement dans le cas de Barry, parce que effectivement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un projet qui veut développer l'intelligence artificielle, mais pour faire ça, ils ont bien besoin que des chercheurs viennent mettre des corpus et travaillent. Donc, disons qu'on a mis plutôt l'intérêt des chercheurs que leur intérêt au premier chef. Voilà. Juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Jean-Christophe, c'est aussi pour ça que Pense est vraiment pensé comme quelque chose de rhizomique presque, c'est-à-dire qu'on va partir d'exploitation de fonds de la bibliothèque. Il y a eu Barry, vous pouvez aussi retrouver en ce moment un projet qui s'appelle autour de dessins d'Adrien Karbowski, autour de l'hôtel des collections de Jacques Doucet. Et petit à petit, l'idée est de faire une sorte de galaxie d'exploitation de sources, potentiellement de différents types. Par exemple, Karbowski, c'est des dessins, Barry, c'est beaucoup plus de la graphie. Et l'idée est que les choses s'auto-enrichissent petit à petit, en fait, de vraiment construire quelque chose qui s'enrichit petit à petit. Pardon. De toute façon, l'idée est de citer tous les participants au projet à chaque fois. Les essais, quand ils ont des auteurs spécifiques, sont évidemment signés par les personnes qui les ont écrites. Après, là, l'idée aussi, c'était un projet institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes à l'INHA qui ont participé au projet. Elles sont évidemment citées. Les rôles sont attribués. On a eu aussi un comité scientifique avec un certain nombre de personnes qui nous ont épaulés, qui nous ont orientés. Ils sont aussi cités. Donc, je ne sais pas, je donnerai évidemment je vais donner le micro à Victor, mais la différence par rapport à un travail classique imprimé sur papier n'est pas si éloignée que ça en termes d'octorialité, il me semble. Non, c'est vrai, pour aller dans le détail des choses, par exemple dans ces documents que je ne sais pas lire vraiment, mais maintenant ça va mieux, XML, où on peut voir, par exemple, à l'échelle de cette page, il est indiqué
que le projet implique telle et telle personne, que les transcripteurs sont telle et telle personne. En l'occurrence, c'était soit Justine, ou alors on est en groupe, Justine, moi-même et Suzanne Martin-Vigier, qu'on n'a pas cité. Il est indiqué que Sophie Dérault a fait le classement archivistique du fonds. Donc tout ça est dans la métadonnée du document, ce qui est aussi un signe de son autorat. Enfin, les personnes qui manipulent ces documents savent très bien que ces informations s'y trouvent. Et du reste, oui, effectivement, on déploie l'éventail de ce genre d'indications jusqu'à l'article plus classique qui accompagne l'édition et qui lui est tout à fait sous droit d'auteur sur Open Edition, comme il se doit. Mais je ne sais pas s'il y a une crainte derrière votre question ou simplement un questionnement. Alors après, c'est une pratique de l'INHA qui existait déjà avant PANS, puisque à l'INHA, on a la plateforme Agora, qui est une sorte de métabase de données où il y a un certain nombre de notices en fonction de projets de recherche, etc. Et c'est pareil, les notices sont signées. Donc le travail collaboratif, c'est déjà quelque chose que l'institution avait lancé il y a déjà un certain nombre d'années, puisque Agora n'est plus tout jeune, même s'il s'améliore au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui est pensé, qui est accepté par les gens qui collaborent et qui est posé dès le début des projets, justement comme une force plutôt que comme quelque chose qui tendrait à effacer les auteurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, parce qu'en fait, il faut, c'est-à-dire c'est collaboratif, mais c'est pas, je sais pas quel est le terme français, mais c'est pas saisi par les foules. Enfin, je veux dire, c'est pas collaboratif au sens de Wikipédia. C'est collaboratif au sens d'une équipe identifiée, etc. Voilà, et puis l'équipe est identifiée, etc. C'est-à-dire que vraiment, l'intérêt, c'est parce que c'est même quand on est une petite équipe, j'imagine, même aujourd'hui, même avant, en histoire de l'art, c'était peut-être pas si facile que ça de réussir à travailler pratiquement, je veux dire, sur le même document. Et maintenant, c'est possible. Donc c'est dans ce sens-là que je disais collaboratif, c'est-à-dire vraiment, c'est des environnements qui permettent à travailler à plusieurs sur le même document, mais évidemment, on reste auteur. En revanche, il y a une chose qu'on n'a pas tellement résolue, ou on ne sait pas exactement, même si on a des pistes, c'est qu'est-ce qu'on fait. Alors, si on fait une correction, si on fait une modification, parce qu'en fait sur le numérique, on peut faire une modification immédiatement, enfin sans délai. Mais si une personne fait référence à une page qu'elle a vue dans un état, et que quelque temps après, cette page n'est plus dans le même état, comment on gère ça ? Donc, est-ce qu'on s'interdit de faire des modifications parce qu'on ne veut pas casser cette chaîne de la référence ou pas ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment... D'abord, on n'a pas connu le cas de figure, mais on sent qu'il va apparaître. Et notre piste, c'est de se baser sur la logique des éditions logicielles qui fonctionnent avec des versions 1, 1.1, 1.2, etc. Et donc de garder un historique des modifications, tout en étant en mesure de modifier quand même, mais en gardant l'historique des modifications, en disant, voilà, à la version 1.1, il y avait ça de marqué, donc peut-être que la personne qui a référencé cette page, elle pense à ça plutôt qu'à ça. Donc effectivement, là, il y a vraiment un changement au niveau de l'édition. Pour ramener la fourrure à Paris, le modèle collaboratif, c'est aussi celui d'un atelier de sculpture. Enfin, voilà. Alors, j'ai pas cherché spécifiquement sur cette toile-là, mais
concernant la Société artisane des Amis des Arts, il me semble que c'est les seules lettres du fonds qu'on a, enfin de l'INHA que j'ai présenté. Et je crois de mémoire que dans le fonds des Arts Déco, il y en a un petit peu plus que ça, mais j'avoue que ne pas me souvenir du contenu des lettres, mais peut-être. Et je ne sais pas s'il y a aussi d'autres lettres à la Fondation Custodia de ça, mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut, peut-être une piste à creuser. De fait, oui, il y a un lien parce qu'il y a plusieurs champs et éléments qui se recoupent les uns les autres. Il y a des liens aussi avec le programme. André Scholler, il a le programme sur les spoliations. Ouais, puisque André Scholler, il a eu une période un peu trouble pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, il y a des connexions avec d'autres programmes. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure... pour l'instant, on ne les a pas intégrés. Je parle sous le contrôle de Victor et Jean-Christophe, mais pour l'instant, on ne les a pas intégrés vraiment à l'édition. Après, pour ce qui est de la Société des Amis des Arts, par exemple... quand on cherche sur Google ou quoi, c'est quand même, le programme de l'INHA, c'est quand même un des trucs qui apparaît en premier, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Oui. Oui. Après, ouais. Après, le problème, c'est que comme on n'est pas sur Agora et que c'est une autre plateforme, effectivement, le lien est un peu difficile à faire. Voilà, c'est pas le même genre de projet, mais je ne sais pas si éventuellement ça peut se faire. Normalement, il faut. Je donne du travail. Je pense que l'idée, c'est que ça se fasse. Ouais. Oui. Parce que là, pour l'instant, à part ces deux liens, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête, mais dans les futurs projets Pense, peut-être qu'il y aura davantage de liens à faire avec les autres programmes. Donc voilà, c'est une piste. Ce à quoi on avait pensé dès le début du programme et qui n'a pas encore été mis en application ou qui ne sera pas mis en application sous cette forme, c'est de réfléchir justement à cette question d'autorité. On a montré les index, Jean-Christophe a montré les index par nom. Et là, l'idée, est-ce qu'il y a une manière avec on pourrait relier justement l'index des personnes qui sont sur les projets Pense et les notices qui pourraient éventuellement y avoir sur Agora, avec ce cercle infini de s'il n'y a pas de notice Agora, comment est-ce qu'on fait Donc après, on réfléchit forcément à l'échelle d'Agora ou à l'échelle de ce genre de projet, à l'interopérabilité des données, avec le Wikidata par exemple, avec ce genre de choses. Donc ça, c'est évidemment, c'est un horizon qu'on garde en tête parce que c'est capital et parce que tout doit discuter avec les différentes plateformes. Ce serait un peu bête que Pense et Agora soient totalement étanches, tout comme on a essayé de mettre en regard Calam, qui est la plateforme sur laquelle on a fait l'inventaire, et Pense par exemple. Il doit forcément y avoir des liens parce que tout est vraiment complémentaire et n'apporte pas exactement la même façon de voir les choses. Donc, Oula. Si, mais les personnes dont c'est le langage ne sont pas là. Et moi, c'est pas tellement mon langage, mais si, beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions sur les. Alors, c'est plutôt les arcs. Voilà, c'est ça. Oui, non. Oui, si, il y a ça. Ouais. Oui. Non, ça marche comme ça pour Agora et tout ça. Ouais.
Bah là, je pense que l'idée, c'est moins l'invitation à la dissection que l'invitation à avoir un animal mort qu'on peut peut-être manipuler quand même autrement, sans pour autant le disséquer. Olivier Véron était dans le comité scientifique du programme, donc on a travaillé avec lui. Oui, alors une autre référence, c'est l'article de Thierry Loger, qui revient sur cet épisode et relativise aussi cette spectacularisation de la séance face à l'animal disséqué, etc. Alors Thierry Loger siégeait bien au comité scientifique de l'édition. Olivier Véron a assisté à 2 ou 3 séances. En tout cas, il a été convié plusieurs fois. Il a même mis la main à la pâte pour quelques transcriptions, sans faire exprès le jeu de mots. Oui, mais oui, alors je crois que oui, il faut que je relise mon Thierry Loger et Olivier, mais dans mon souvenir, il revient sur ce que c'est que le dessin d'anatomie scientifique versus l'approche qu'aurait pu en avoir un Delacroix ou un Baride. C'est d'ailleurs très intéressant. Là, l'idée, c'est peut-être beaucoup plus de manipuler l'animal, qui est plus facile à manipuler quand il s'agit d'un lion, quand il est mort, que quand il est vivant, quand même, sous certains angles. Donc, c'était un peu plus ça que, ou au moins le voir autrement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.